Bonjour et bienvenue dans ce podcast Essentiel et toi. Aujourd'hui, dans un cadre assez dans la thématique, je suis accueilli par Laurent de Bois-Lauré, un expert en bâti ancien qui a l'honneur du coup de m'accueillir derrière dans un four à pain et surtout l'un des deux fours à pâtisserie qui reste en France. Et avant de se lancer dans le cœur du sujet, j'aimerais bien que tu te présentes à moi ou à nous. Laurent de Bois-Lauré, je suis maçon depuis plus de 20 ans et dans le patrimoine depuis une trentaine d'années. J'ai eu un cursus qui m'a permis de voir pas mal de choses, parce que j'ai commencé dans l'édition. Ensuite, j'ai fait de la formation, j'ai fait de l'infographie et j'ai découvert le bâti ancien au fur et à mesure de ce parcours. Et surtout, j'ai découvert que le bâti ancien n'était pas ce qu'on croyait. C'est-à-dire que c'était pas quelque chose qui fonctionnait pas. Hein, c'était quelque chose qui avait été extrêmement bien pensé, mais qui fonctionnait différemment du bâti moderne, qui avait sa propre logique, ses propres règles, et que tous les problèmes qu'on voit dans le bâti ancien viennent simplement d'une ignorance, d'une méconnaissance de ses particularités. Le problème, euh, le premier problème dans le bâti ancien, c'est le chauffage. Et le chauffage découle de la gestion de l'humidité, qui est catastrophique depuis le XXe siècle, on va dire, parce qu'on a détruit tout ce que les anciens avaient fait pour faire des maisons faciles à chauffer. Et c'est là que le problème commence, c'est que pour la plupart des gens, la maison ancienne, c'est une fatalité. Comme elle est humide, elle est froide. Et c'est là que moi, j'ai donné des cours un peu partout, chez les compagnons, etc. Et la première chose qu'il faut démonter, c'est ça. C'est si on reste dans la croyance que le bâti ancien, c'est quelque chose de beau, mais qui n'est pas chauffable, parce que il est humide. Et puis voilà. Là, on ne peut pas faire les travaux qui conviennent pour le remettre dans son état d'origine et avoir une maison facile à chauffer. Euh, alors, c'est c'est un peu compliqué de faire en peu de temps, de faire tout le circuit qui permettrait de comprendre comment le bâti ancien fonctionne. Mais pour faire simple, on est dans un mode constructif qui est fondé sur l'inertie et non pas sur l'isolation, sauf en toiture, où là on a toujours eu les 30 cm. Voilà, aussi dans le bâti contemporain maintenant. Euh, mais pour rester dans le thème qui est de mon expertise, qui est alors moi, c'est les désordres structurels et l'humidité, qui sont les problèmes majeurs dans le bâti ancien. Donc la première chose à régler, c'est l'humidité. C'est là que j'interviens, moi, euh, principalement, pour faire qu'une maison qui est froide parce que humide, et ben, régler les problèmes d'humidité pour qu'elle redevienne sèche et là facile à chauffer et remettre en fonctionnement son principe d'inertie. Voilà. Je suis un peu obligé d'expliquer tout ça pour poser dans le cadre, parce que sinon, on reste dans l'idée que le bâti ancien n'est pas chauffable. Alors que c'est complètement faux. Maintenant, les travaux qui sont faits, par exemple, dans les maisons écologiques, dans le nord de l'Europe, surtout dans l'Allemagne, l'Angleterre, euh, redécouvrent que le bâti ancien est, est une maison écologique, en fin de compte, et inspire des architectes qui redécouvrent l'inertie. Et on sait maintenant qu'on
on peut avoir une maison passive, donc qui ne consomme pas d'énergie, avec une maison en masse, donc à inertie, ce qui était le cas d'une maison ancienne. Et pour ça, il faut accepter l'idée que, malgré tout ce qu'on nous a dit, la maison ancienne était facile à chauffer et que les gens y vivaient bien. Alors, l'exemple que je donne tout le temps, c'est que est-ce que des gens auraient mis autant d'argent, on prend par exemple une maison classique, tous les linteaux, tous les encadrements, tous les angles sont de pierre taillée. On est loin du bidonville. Et jamais on n'aurait mis autant d'argent, enfin d'efforts, de moyens, parce que là, à l'époque, la pierre, il fallait le tailler à la main, pour avoir une maison qui, à la fin, soit inchauffable, humide, avec la légende de la cheminée qui fonctionne pas. Il fallait laisser la porte ouverte pour dégager la fumée. Et toutes ces légendes font beaucoup de mal aux bâtis anciens. Et surtout, c'est prendre nos anciens pour des crétins, parce que quand on est capable de faire ce qu'ils faisaient, de construire une maison, c'était... On mettait 6 mois pour la construire. Donc on avait des champions dans la construction, on avait des gens qui maîtrisaient parfaitement leur art, mais ils auraient construit une magnifique cheminée, là on a l'exemple, mais qui n'aurait pas fonctionné, ce qui est stupide. C'est comme si moi j'achète une voiture chère, Rolls ou Porsche selon, je ne vais pas l'acheter si elle ne roule pas. On ne construit pas quelque chose. La maison, ça reste quand même une machine à habiter. Et ça a toujours été le cas. Donc, on ne met pas de l'argent dans quelque chose qui ne sera pas utilisé. Et c'est une fois qu'on a compris ça, on commence, moi c'est le parcours que j'ai fait, on commence à chercher si la maison ancienne était faite pour être habitée avec tout le confort, et si actuellement elle est inconfortable, mais inchauffable, il y a une explication. Et c'est ce que j'ai cherché. Et c'est ce qui m'a amené à intervenir sur toutes les maisons pour les rendre faciles à chauffer. Et le problème, et là on en vient toujours à la source, c'est l'humidité, qui était parfaitement gérée avant. Mais tous les travaux qu'on a faits et l'utilisation de matériaux comme le ciment, qui est un piège à eau, a fait qu'on a détruit ce mécanisme qui fonctionnait parfaitement. Alors, un chiffre qui éclaire un peu tout ça, c'est on sait que 10% de l'humidité en trop dans une maison la rendre inchauffable. Avant de continuer, est-ce que tu peux définir l'humidité? D'où elle vient et quelle est son origine? Ouais. En tout cas, quelle est son origine? Alors, l'humidité, alors là, il faut revenir au mode constructif du bâti ancien. On n'a pas proprement parlé de fondation. C'est-à-dire que les anciens, ils ont enlevé la terre végétale. Okay. On arrivait dans nos régions, dans le Limousin, on était sur du tuf, donc qui est la décomposition de la roche. Et une fois qu'on est sur ce matériau, on pose des pierres, qui sont les acides, qui sont plus larges, et on pose la maison et on la construit. Donc il n'y a pas de fondation. Et on fait une maison ultra respirante, avec des matériaux très respirants, pour que le moindre problème d'humidité soit évaporé. Et on gère toutes les causes possibles d'amener l'eau dans la maison. Donc on a, par exemple, tout un système qui a été cassé par le temps. Donc on avait, par exemple, la majeure partie de l'eau qui arrive dans une maison, ça va être de l'eau de ruissellement. L'eau de ruissellement. Donc de l'eau qui va venir simplement par la pluie et qui va se glisser entre la terre végétale et le tuf et va arriver dans la maison. Donc il y avait plusieurs barrières, enfin ça comme ça, plusieurs dispositifs qui permettaient d'éviter que l'eau déjà n'arrive dans la maison. Est-ce que tu peux citer un exemple? L'exemple qui est le plus intéressant, c'est le puits.
Parce que le puits, en réalité, c'est un drain vertical. Les 3/4 des puits ne sont pas des sources. C'est simplement de l'eau de ruissellement qui va arriver parce que l'eau, par gravité, va forcément arriver à l'endroit le plus bas. En tout cas, c'est le pari qu'on fait quand on creuse un puits perdu. Et donc, on fait un trou, l'eau y va, et donc on le fait à proximité de la maison. Et ce qui fait que s'il y a un excès d'eau quelque part, ça va aller dans le puits, et cette eau était utilisée pour l'alimentation en eau de la maison, des animaux, etc. Et si on n'utilise pas ce puits, la eau monte. Et là, on peut avoir des problèmes d'humidité. Donc c'est un des systèmes qui permettait de gérer l'humidité dans une maison. D'accord. J'ai toujours cru que, on va dire, le puits avait plutôt été construit pour répondre aux besoins ménagers de la maison. Mais aussi, alors c'est le génie des anciens, c'est que il y avait toujours deux ou trois raisons de faire une chose. C'est-à-dire que les choses étaient souvent utiles et belles, parce que l'esthétique était aussi importante. On voit dans toutes les maisons anciennes, il y a toujours un souci esthétique. Ok. Et le puits, on est dans cette logique où à la fois il sert de puits perdu, donc on est vraiment dans un puits perdu, et en même temps, cette eau, on l'utilise. Peut être réutilisé. Maintenant qu'avec le puits, on arrive à capter l'humidité autour de la maison pour justement éviter que la maison soit engorgée par cette humidité. Quels sont on va dire, parce qu'aujourd'hui, il n'y a plus personne qui a un puits chez lui. Alors, dans le bâti ancien, il y en avait toujours. Alors parfois, ils ont été complètement comblés. Ils ont servi, mais moi je l'ai vu, une fois, ça a été, ça a servi à mettre les déchets, les gravats pendant les travaux. Parce qu'un puits, et souvent, on considère que le puits est dangereux pour les enfants. Au passage, on va l'éliminer, on va dire, voilà, il y a souci. Mais ce puits continue à fonctionner. Et comme on l'utilise plus, l'eau s'accumule, et puis on a un problème d'humidité qui va monter. Et le puits, alors là, petite parenthèse, a été remplacé maintenant par les drains. Mmh. Mais les drains, c'est souvent une source de problème, puisque le drain, c'est également un puits perdu, puisqu'on a fait une cavité dans la toile. Donc l'eau va vouloir y aller. Mais si cette eau est mal gérée, c'est souvent le cas avec les drains comme on les fait actuellement, les tubes de textile. Mais le problème, c'est que souvent dans la terre, surtout dans le Limousin, on a de l'argile. Et après, une fois que le drain ne fait plus son office, il va, et souvent, le drain, il fait trop près. Alors ça, c'est un conseil que je donne aussi à tous ceux qui veulent faire les drains. Il faut savoir les faire. Il y a plusieurs types de drains. Il y a des drains qui sont adaptés aux bâtis anciens et des drains qui n'ont rien à faire là. Et là, c'est pareil, c'est aussi une spécialité. Mais ne jamais faire un drain à moins d'1 mètre du pied, des murs de la maison. Pourquoi? Parce que quand on construit, quand ils construisaient une maison ancienne, la masse de pierre passait le tuf qui était dessous. Donc ça fait un bulbe de compression qui va, donc c'est une grosse masse de tuf compacté qui va déborder un mur de 30 cm de part et d'autre. Et si on creuse dans ce bulbe de compression, donc que ce soit à l'intérieur pour faire une cave ou à l'extérieur pour faire un drain, on affaiblit ce bulbe de compression. Et c'est là qu'on peut avoir des murs qui commencent à pencher. Ok. Donc et tout ça, ça veut dire qu'il faut parfaitement connaître le fonctionnement de la maison ancienne. Donc moi je jette la pierre à personne. C'est-à-dire que la plupart des artisans qui interviennent le font de bonne foi. Mais la formation
n'est pas, pour l'instant, n'est pas l'accès sur les spécificités du bâti ancien. Donc, il y a beaucoup d'erreurs qui sont faites, comme je disais au début, Voilà. simplement par ignorance. Et dans ton parcours, tu as été amené à former des maçons à ce sujet. Oui. Ok. J'avais fait une formation dernièrement, là, par exemple, à Brive, chez les compagnons, pour justement expliquer, dans le cadre de formation, à la fois pour des maçons, à la fois pour des coordinateurs de chantier, les particularités du bâti ancien. Parce que c'est vrai que c'est l'enjeu du siècle, hein, d'avoir des maisons faciles à chauffer, mais on n'y arrivera pas si on n'a pas réglé le tableau humide. On peut mettre tous les pulls qu'on veut, si les pulls sont humides, et on n'aura pas. Tu parlais tout à l'heure d'inertie. Est-ce que tu peux définir ce mot? L'inertie, sans rentrer dans le détail technique, c'est la capacité qu'a un matériau à garder des calories. On va dire, on va simplifier comme ça. Donc, qui vont être amenés par la chaleur extérieure et principalement par le rayonnement. D'accord. C'est ça aussi qui a une... Mais avec les nouvelles normes de... Déjà, est-ce que le bâti ancien est concerné par les nouvelles normes d'isolation? Dans certains cas, oui. Dans le cas de location, par exemple, oui, de toute façon, la loi va devenir de plus en plus contraignante. On a beaucoup parlé d'isolation par l'extérieur. Qu'est-ce que tu en penses? Alors, parce que je suis dans mon cursus aussi, là, actuellement, je suis président des maisons paysannes de France, Corrèze, donc, qui est une association nationale. Il y a à peu près 7000 adhérents en France. Moi, je m'occupe de la Corrèze. Et il y a eu un projet qui a été financé en partie par Maison Paysanne de France, le CEREMA également, des organismes techniques qui maîtrisent quand même le sujet, et qui a porté sur une centaine de maisons de type ancien, et qui a démontré, donc ce projet est sur Internet, ça s'appelle Bâton, B-A-T-A-L, Le projet bâton. et qui a démontré que la maison ancienne n'est pas la passoire énergétique, donc prétend qu'elle est, parce que les calculs, là le projet Bâton, c'était on a instrumenté des maisons avec des capteurs pour voir quel était son vrai bilan énergétique. Et on s'est rendu compte que on est très loin de la passoire énergétique, et que la plupart du temps, à partir du moment où on a réglé ce problème d'eau et qu'on a mis ce qu'il fallait en isolation et en structure, la maison devient beaucoup plus facile à chauffer. Toi, tu isolerais que le toit? Alors, c'est l'isolation par l'extérieur, pour en revenir. Moi, j'ai eu cas à traiter quelqu'un qui a voulu en Creuse isoler sa maison par l'extérieur. Mais le problème, c'est que par son mode constructif, les maisons anciennes, elles étaient remontées capillaires, qui ne posaient aucun problème tant que le vent et le soleil permettaient l'évaporation. Mais à partir du moment où on bloque à la fois le rayonnement et à la fois l'air, et qu'on met quelque chose qui a plutôt avoir tendance à retenir l'humidité, en l'isolant, Oui. eh ben, on augmente l'humidité potentiellement des murs. Et là, on peut créer des problèmes. Et moi, je l'ai vu 6 mois après que cette personne ait isolé sa maison par l'extérieur. Il m'a rappelé. Moi, je ne voulais pas, donc je n'avais pas fait. Je lui ai simplement dit de prendre quelques précautions pour que les zones basses puissent respirer. Et il a eu de la merveille. Donc, le fameux champignon, tout le monde craint maintenant. On n'en parlait pas avant. On en parle maintenant parce que les maisons ne respirent plus, le soleil. Si ceux qui veulent avoir la merveille chez eux, c'est très simple. Il suffit d'avoir du ciment, un magnifique piège à eau, donc un mur cimenté, ou mettre de la laine de verre,
on met du papier, et là, la mairie, toutes les conditions, donc pas d'air, pas de lumière, d'humidité, pour se développer. Et c'est exactement l'inverse qu'il faut faire si on veut avoir une maison sèche. Donc toi, tu n'isolerais pas les murs. Non, il ne faut pas isoler les murs. Quelle solution tu apportes alors? Bah, la solution, c'est l'isolation en toiture, régler le problème d'humidité, comme on l'a dit, 10% d'humidité. Et puis ensuite, avoir des parois chaudes. Donc, ce qui était le cas avant, par les boiseries. En gros, le confort thermique, hein, c'est, pour faire simple, c'est la moyenne du ressenti, c'est 2 fois la température des parois et 1 fois la température de l'air. Donc, on a vraiment intérêt à avoir un maximum de parois chaudes. Donc, l'inverse de la paroi chaude, on va dire, c'est le carrelage. Là, on a une paroi froide qui va, un sol carrelé dans une maison de 60 mètres carrés, on a tout de suite 3-4 degrés en moins. Une paroi chaude. Paroi chaude, donc. De la pierre? Eh bien non, parce que les maisons anciennes, on le voit ici, il y a des vestiges d'enduit. Nous, ce qu'on voit des maisons anciennes, c'est une maison qui a été pas entretenue pendant des décennies. Donc on voit une maison dégradée, on dit, on ne la voit pas dans son état d'origine. Les maisons anciennes n'étaient pas laissées nues, sauf les maisons. Alors, si on prend une maison classique en pierre, oui. Sauf la pierre de taille, qui elle était faite pour être apparente. Sinon, tout était enduit. Donc avec un enduit au tuf. Après, quand la chaux est arrivée, il y a eu des phases où on est passé des enduits chaux, tuf, des mélanges, que de la chaux à l'extérieur, pour protéger le tuf. Il y a eu plein de petites étapes avant que le ciment arrive pour être sûr que la maison reste vide. Et donc tout était enduit, parce que l'enduit, comme je disais tout à l'heure, on est dans une logique ancienne où il y a tout à plusieurs raisons d'être. Et l'enduit, si on prend l'enduit extérieur, ça va être un enduit qui va être à l'origine donc fait avec du tuf. Qui met du tuf à l'extérieur aussi. Qui met du tuf à l'extérieur. Okay. Et ce tuf, comme il est très respirant, qu'il est capillaire, qu'il est hygroscopique, etc., il gère très bien l'humidité, donc le brouillard qu'on a la nuit, etc., il est capté par cet enduit, mais comme il est très respirant et très capillaire, un petit coup de soleil devant, l'humidité repart. Ce qui fait que jamais l'humidité ne peut rentrer dans le mur. Okay. Contrairement au ciment. Il est exactement l'opposé du tuf. Et moi, j'ai utilisé souvent le tuf pour assécher des maisons. C'est-à-dire qu'une maison qui a été cimentée, on enlève le ciment, donc derrière, ensuite on voit que c'est humide. Et pour accélérer le séchage, on met un petit cordon de tuf qui va lui pomper l'humidité. Et après, on laisse tout, on laisse on remet une petite couche de finition. Et donc, on le fait aussi avec le diatomée. Le diatomée qui est une algue aussi qui a des très bonnes capacités. Diatomée, on le trouve en France? On le trouve en France. Alors, ça sert à plein de choses. Ça sert aussi contre les parasites, pour les chats, etc. D'accord. Enfin, il y a plein d'utilisations de la diatomée. Et donc, après, des recettes, on en trouve toujours, mais ce qu'il faut comprendre, c'est vraiment la logique. Une fois qu'on a compris la logique, on a déjà les 3/4 de la solution. Et revenir justement à ces maisons qui étaient enduites, c'est ça, à l'extérieur et à l'intérieur, même chose. On gérait l'humidité de la même manière avec des murs qui n'étaient jamais descendus, puisque la pierre, c'est froid, paroi froide, donc condensation, donc l'humidité, on a un cercle vicieux. C'est une des raisons aussi, le fait de laisser une paroi apparente comme ça, c'est une des raisons de l'humidité. Une des causes. Parce que l'humidité, alors, si en plus, on a un mauvais mode de chauffage. Avant, on était dans un système de chauffage par rayonnement. C'est-à-dire que la maison était à inertie. Et comme un paquebot,
il faut beaucoup d'énergie au départ, qu'elle emmagasine, et une fois qu'elle a ce qu'il faut, elle est très facile à chauffer. Comme un paquebot qui a besoin de beaucoup d'énergie pour être lancé, une fois qu'il est en route, il consomme les commandes. Et la maison ancienne, c'est la même chose, mais souvent, on ne chauffe plus aussi longtemps qu'on chauffait avant. Il faut faire la différence entre longtemps et beaucoup. C'est ça. C'est-à-dire que maintenir la bonne température, une fois qu'on a bien chauffé, comme une cheminée. Les gens ne savent pas utiliser une cheminée. Le but de la cheminée, c'est qu'elle rayonne comme un poêle en fonte. D'accord. Donc il faut donner suffisamment de calories pour monter le matériau à la bonne température pour qu'il commence à rayonner. Nous, on est fait pour être chauffé par rayonnement. Le soleil, etc. Et on peut avoir chaud même avec un air frais. Donc là, on est dans le paradoxe. Comme on est passé dans des maisons surchauffées et on cherche, alors là, on vient à la logique du confort thermique. 2 fois la température de paroi, 1 fois la température de l'air. On peut avoir chaud dans une maison qui a un air plutôt frais. Il y a plein d'expériences qui ont été faites. Moi, j'avais un peu travaillé avec Jean-Pierre Oliva dans la maison écologique. Et dans son livre, il explique les bases et tout ça. Et il y a un exemple qui est frappant, c'est 2 pièces. Une avec des parois chaudes et un air frais, l'autre avec l'inverse. Et l'expérience a été faite avec des humains. Et dans la première pièce où l'air est frais et les murs chauds, la personne rentre, elle a une sensation de fraîcheur, mais au bout d'une demi-heure, elle est bien. Dans l'autre pièce où l'air est chaud et les parois froides, la personne rentre, elle a une sensation de chaleur, et au bout d'une demi-heure, elle a froid. Parce que le rayonnement, c'est fondamental pour l'humain. Maintenant, on le redécouvre aussi. Il y a des travaux qui sont faits sur l'impact du rayonnement sur l'humain. Mais pour la chaleur, on sait qu'il y a des fréquences qui sont bonnes, qui apportent des calories, d'autres. Mais la maison ancienne, donc pour revenir à ce qu'il faudrait idéalement pour avoir une maison chaude, moi, c'est ma métier, on est passé en faible consommation. En tout cas, réduire la consommation énergétique. Les parois chaudes, donc proscrire le carrelage. D'accord. Même dans la salle de bain? Bah, on sait, ça c'est pareil, c'est une vision de l'esprit, une vue de l'esprit. Tous les pays du Nord, les saunas, c'est que en bois. Et le bois ne pourrit pas tant qu'il peut respirer et qu'il voit la lumière. Donc on peut avoir moi j'ai des amis qui ont fait des salles de bain dans le coffrage. Ça ne pourrit pas. C'est une paroi chaude. Donc on n'a pas cette impression de froid quand on se rapproche du carrelage, par exemple. Le bois, tout le monde le fait l'expérience. Dans la même pièce, vous avez une table en bois non vernie et un carrelage, vous mettez la main, le pied, on sent tout de suite la différence. Et donc il faut revenir à ça. Donc remettre sur les murs quelque chose qui va gérer l'humidité, très bien, et en même temps qui va apporter une paroi chaude. Éviter tout ce qui est paroi froide. Revenir au bon sens, 60% des pertes, c'est la nuit. Avant, il y avait des contrevents dans les volets extérieurs et des volets intérieurs ou des rideaux, etc. Et il y a encore des traces maintenant dans les châteaux où on avait systématiquement de doubles fenêtres. Et on mettait en plus une double fenêtre, il y a encore ça dans les pays du Nord, double fenêtre et le volet intérieur pour couper la paroi froide. Et les doubles vitrages, qui n'est que un frein au passage du froid. Les gens qui ont du vitrage pensent que c'est bon, on a une isolation. Non, on n'a que quelque chose qui va ralentir un peu au début. C'est pas la vitre qui fait tout. Mais c'est pas la vitre qui fait tout. Okay. Donc il faut revenir, même si on a de double vitrage, il faut revenir au volet extérieur qui empêche les cadeaux de partir, au volet intérieur ou au double rideau en feutre. Là, pareil, une fois qu'on a compris la logique. Si j'ai bien compris, avec des matériaux qu'on pourrait trouver un peu partout sur le terrain, on pourrait arriver à la même performance qu'une rénovation dite issue le DTU. Le DTU, il est fait pour
techniques modernes. Dans le bâti ancien, de toute façon, on est hors des TU. Donc, on est dans les techniques traditionnelles. C'est aussi, là c'est un petit point aussi intéressant pour les artisans. C'est que souvent, les artisans pensent que on ne peut pas travailler hors des TU. Alors que le DTU ne s'applique que aux techniques modernes. Quand on utilise des techniques anciennes, on est dans les techniques traditionnelles. Donc on est assurable, par exemple. Donc on peut travailler avec du tuf, comme on peut travailler avec de la chaux, comme on peut travailler avec du bois. Okay. On n'est pas obligé de respecter les DTU pour les matériaux anciens. Donc, le bâti ancien, c'est propres règles. Voilà. C'est ça? C'est ça. Est-ce qu'on peut les appliquer dans des maisons conventionnelles, ou en tout cas des maisons d'aujourd'hui? Là, c'est ce qu'on fait maintenant dans les maisons écologiques, où on utilise de plus en plus la terre, la chaux, le bois. Enfin, moi, ça fait des années que j'essaye de faire le pont entre la maison écologique et le bâti ancien. Parce que la maison écologique, c'est simplement une redécouverte de ce qu'on a perdu. Les anciens savaient tout ça parfaitement. La maison ancienne, elle est solaire, pour capter le solaire. Elle est géothermique. Elle est faite aussi pour capter la chaleur du sol. Elle est économique. Elle est écologique. On n'utilise que des matériaux locaux. On ne fera pas mieux en termes d'écologie. Là, de plus en plus, on s'oriente du low-tech. Donc, on a compris que le high-tech avait un impact énorme en termes de ressources. Tout ce qui est compliqué, de toute façon, très cher, la longue. Et dans la maison ancienne, c'est une maison. La maison ancienne, c'est une maison écologique low-tech. Et une fois qu'on a compris comment elle fonctionnait, on peut vraiment en faire une maison qui n'est pas du tout émergente. Une maison ancienne, elle date de quand? Alors, ça c'est pareil. Alors, on dit que avant 1948, tout est ancien. Enfin, les maisons sont, on est du bâti ancien. Mais on peut, pour moi, la maison ancienne, c'est celle qui est construite par des gens qui appliquaient des logiques anciennes. Donc, en gros, jusqu'en 1850, on construisait de façon à avoir des maisons faciles à chauffer. Ensuite, on a réduit l'épaisseur des murs, donc on a réduit l'immersion. C'est-à-dire que moi, j'avais discuté avec quelqu'un qui construisait des maisons passives, et leur logiciel donnait que, en gros, pour faire une maison passive avec des matériaux lourds, la inertie. Alors là, je simplifie au maximum, hein, les experts vont s'arracher les cheveux, mais c'est histoire d'illustrer la logique. Il faut 60 cm d'épaisseur de mur. En dessous, on n'a pas assez d'inertie. Donc 50, on est à la limite. Mais, comme par hasard, toutes les maisons anciennes font 60. Non, en moyenne. Ce qui veut dire qu'ils l'avaient compris. Bon, après, quand on est maçon, on sait aussi que c'est plus facile de construire un mur de 60 que de 50. C'est plus rapide puisque c'est plus facile de disposer de toutes les pierres qu'on a à disposition. D'accord. Donc c'est aussi cette logique où on fait d'une pierre deux coups. J'ai oublié ta question. La date de... Ah oui. Et donc, oui, en gros, jusqu'en 1850. Et moi, souvent, quand les gens m'appellent pour me demander quel type de maison prendre, ben, je leur dis prenez des maisons qui sont classées plutôt dans les FG. Et s'il y a la chance qu'elles n'ont pas été cimentées, on n'a pas enlevé le ciment. Parce que le problème des maisons anciennes, c'est que si elle est restée dans son jus, ben, comme ici, là, on a encore des joints, là, par exemple, on parlait du tuf. Donc là, on a des joints en tuf. Oui. Donc, qui est, quand on le touche, ben là, il n'y a pas eu de joint, il est friable, etc. Mais c'est vraiment l'histoire du chêne et du roseau, la fable de La Fontaine. On ne peut pas avoir tout. C'est-à-dire qu'on ne peut pas avoir un matériau qui soit à la fois respirant et hyper résistant, et hyper solide. Et le bâti ancien, lui, combine
le matériau lui donne de la souplesse, ce qui est important, lui donne de la respiration, et qu'il s'effrite, quelqu'un qui sort d'un lycée du bâtiment va lui dire bah, c'est un mauvais enduit puisqu'il s'effrite. Moi, je dirais c'est l'inverse. Moi, quand je vois un enduit dur, je dis bah, c'est un mauvais enduit puisqu'il ne respire pas, il n'est pas souple, donc il va y avoir des fissures, et il durera moins longtemps qu'une maison souple et respirante. Donc là, on a vraiment des matériaux. Après, il suffit simplement, là, si on voulait restaurer, on ne fait rien, on mouille un petit peu, on remet du tuf, et si on veut que ça dure un peu plus longtemps. Et là, on est dans le 17e, donc ça va. C'est-à-dire que on est loin de la garantie décennale. Là, Ouais, ça fait ça. ça C'est fait ses preuve. preuves. Oui. Et là, on met à la rigueur en dernière couche un petit peu de chaud pour que ça résiste un peu plus longtemps. Mais bon, que ça résiste plus de 300 ans, 400 ans, je pense que Ouais, c'est largement payé. c'est bien, quoi. Un dernier mot pour conclure. Où est-ce qu'on peut te trouver? C'est Alors, on peut me trouver par Internet en tapant mon nom, je pense. Donc, Laurent de Boileau. Donc, espace Boileau, B-O-I-S-L-O-R-Y. Euh, on peut, oui, et puis là, je lance, parce que pour l'instant, j'étais maçon et je faisais des expertises, j'en parlais. Maintenant, je vais faire que de l'expertise. d'accord. J'essaye de partir avant de plus avoir de dos et de genoux. Et à qui tu t'adresses maintenant? Et donc, ça va être, donc, je monte une société, donc ça sera Optima Expertise. Et- Et puis donc, aux maîtres d'ouvrage, aux artisans, aux architectes, à tous les propriétaires. Est-ce que tu fais de la formation? Alors, moi, je fais surtout de l'expertise. Donc, pour faire quelqu'un qui achète une maison et qui veut savoir combien ça va lui coûter, les travaux, parce que c'est la première chose, c'est-à-dire, on achète une maison ancienne, il va y avoir des travaux à faire pour déjà qu'elle soit facile à chauffer et ensuite qu'elle soit facile à vivre. Mais tout ça euh, va coûter de l'argent et la plupart du temps, les gens qui ne sont pas du métier ne savent pas combien ça peut leur coûter. Donc, moi, je fais une estimation à la louche avec plusieurs options en fonction du budget. De toute façon, une fois que souvent on a fait le compte de tout ce qu'il fallait faire, on s'aperçoit que ça fait 2 fois le budget et 2 fois le temps qu'on a. Donc là, on peut revenir sur une discussion, trouver un compromis. Et, euh, et donc l'expertise, donc ça sera par exemple pour des gens qui achètent ou des gens qui ont un souci d'humidité ou un souci de structure, parce que je me limite à ça, donc structure et humidité. Ok. Donc des fissures, des tirants à mettre, des choses comme ça. Toujours dans la logique ancienne, c'est-à-dire que moi j'ai appris en travaillant sur les maisons anciennes et puis en documentant sur tous les bouquins qu'on peut trouver dans le domaine, y compris les livres des Truffes, par exemple, un ingénieur romain qui expliquait plein de choses aussi. Et donc, il y avait énormément d'outils qui permettaient de faire des réparations simplement. Simplement, c'est-à-dire. Ben, c'est-à-dire que des systèmes de tirants tout bêtes, d'agrafes, pour arrêter une fissure, de reprise de fondation en sous-œuvre, tout était fait. Ils avaient trouvé des combines pour faire au minimum. Là où nous, on va mettre 100, eux, ils s'arrangeaient pour mettre que 10 et que ça dure très longtemps. Simplement, au minimum, ça a un impact sur le budget. Bien sûr. Et c'est ça, souvent, quand on ne connaît pas le bâti ancien et qu'on ne connaît pas ses capacités de souplesse ou autre, eh ben, on va vouloir lui appliquer une logique moderne et on dit, oh là là, c'est très très grave. Et souvent, ça ne l'est pas. Mais le maçon de bonne foi voit un mur qui penche, il faut absolument faire quelque chose. Mais oui ou non, ça dépend des cas. Mais ça, c'est parce que j'ai étudié le bâti ancien et que j'ai travaillé avec mes mains dedans. Rappelle-nous combien de temps, depuis combien de temps déjà? Eh ben, ça fait plus de 20 ans en tant que maçon.
Et puis 30 ans dans le bâti ancien. Maçon traditionnel, Maçon enfin, traditionnel, maçon alors, ou conventionnel, maçon limousinant. limousinant. Donc limousinant, c'est-à-dire c'est la limousinerie. Donc c'est la technique de bâtir des murs, donc avec par exemple du tuf. Donc c'est une technique à part où on économise beaucoup de mortier. Parce que moi j'ai commencé à voir la pierre sèche. Enfin, je me suis vraiment spécialisé dans toutes les techniques traditionnelles. Bah, le pavage, par exemple, on voit ici qui est magnifique. C'est aussi une technique que moi je remets au goût du jour, parce qu'on peut se faire des magnifiques sols pour pas cher. On n'a pas besoin par exemple, de mettre une dalle de béton, y compris d'ailleurs de béton chaud. On peut faire des sols comme ils les faisaient avant, simplement sur un litre de sable ou de tuf. Enfin, moi, c'est ça qui me passionne. Dans le bâti ancien, on a une boîte à outils, à la fois de construction ou de réparation, euh, qui permet vraiment d'économiser beaucoup d'argent. Parce que la plupart du temps, moi je l'ai vu à mes débuts, quand on arrive trop tard, ben, les personnes ont acheté une maison ancienne, on leur a dit que les joints étaient friables, donc il faut les enlever. Donc les gens vont déjà passer tout un budget simplement à tout piocher. Donc on enlève quelque chose qui est bon, qui prend du temps, de l'argent, pour remettre quelque chose. Et moi je le vois encore, ça m'arrive d'aller sur des forums. Ben, c'est toi qui m'avais montré ça. Sur un forum où une personne, ben, le maçon, en voulant bien faire, voit qu'elle a acheté une maison ancienne, elle lui dit que les joints sont friables, qu'il faut les enlever. Il enlève tout, il remet des joints à la chaux, mais c'est pareil, la chaux, il y a chaud et chaud, et il met une chaux inadaptée, une chaux trop hydraulique, et la maison maintenant est inchauffable, alors qu'elle était chauffable avant. Et c'est de l'argent qui a été, et du temps, qui a été dépensé pour rien, parce que moi, dans un cas comme ici, par exemple, je dis, bah, on vient simplement mouiller et encore légèrement. On ne va pas creuser les joints, ça ne sert à rien. Dès qu'on est sûr du tuf, le tuf est compatible avec le tuf et avec la chaux, on peut y aller. Et c'est souvent ce qu'on ne fait pas. C'est là où on gagne de l'argent. Quand on ne fait pas. Quand on ne fait pas, c'est d'abord ne pas nuire. Enfin, c'est Ok. un serment d'Hippocrate. C'est ça d'abord la première chose. C'est d'abord ne pas faire de mal à la maison et ensuite trouver les moyens les plus minimums pour la rendre facile à chauffer. Ok. Pour finir, si j'ai bien compris, si j'ai une maison de 1850, voire avant, je fais appel à toi pour justement euh, conserver les qualités de la maison et surtout pour faire des économies. Oui, C'est ça? c'est ça. Ouais. Ok. Et avoir une maison qui sera après facile à chauffer et où on ne va pas Facile à- passer tout son argent en chauffage. Parce que moi, j'ai vu des maisons où je suis intervenu, bah, la personne me disait bah, que après mon intervention, elle consommait 4 fois moins, mais elle avait une maison chaude. Alors qu'avant, elle consommait 4 fois plus, mais elle avait une maison froide parce que cette énergie servait uniquement à évaporer le problème. D'accord. Ok. Et pour finir, est-ce que je peux mettre tes coordonnées en description Bien sûr. de cette vidéo? Ah oui, avec plaisir. Merci.